L'affaire Gisèle Pelicot représente l'un des dossiers judiciaires aux plus complexes, les plus lourds et les plus retentissants de l'histoire criminelle française contemporaine. Tout commence de manière presque anodine le 12 septembre 2020, dans un supermarché de Mazan, une petite commune située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un homme d'une 70aine d'années, Dominique Pelicot, est surpris par les agents de sécurité alors qu'il est en train de filmer sous les jupes de plusieurs clientes à leur insu. La police nationale est immédiatement contactée et procède à l'interpellation de l'individu pour atteinte à la représentation de la personne. Ce délit de voyeurisme, bien que grave, semble initialement relever d'un acte isolé de délinquance sexuelle. Cependant, lors de la perquisition menée au domicile du suspect et après la saisie de son matériel informatique, les enquêteurs de la police judiciaire vont basculer dans une toute autre dimension. L'examen des disques durs, des clés de stockage et des dossiers cryptés révèle une quantité phénoménale de données numériques, comprenant des milliers de photographies et des centaines d'enregistrements vidéo méticuleusement classés. Les techniciens découvrent avec stupeur que ces fichiers documentent, sur une période de près de 10 ans, des actes de viol aggravés commis sur une femme inconsciente. Cette victime n'est autre que l'épouse du suspect, Gisèle Pelicot, avec qui il partage sa vie depuis près de 50 ans. La gravité des faits pousse immédiatement le parquet d'Avignon à ouvrir une information judiciaire pour viol aggravé par la soumission chimique. Ce cas hors norme va mettre en lumière les failles de la détection de la criminalité intrafamiliale et initier une enquête technologique et humaine d'une ampleur inédite en France, mobilisant les meilleurs experts en cybercriminalité pour identifier la totalité des individus impliqués dans ce réseau d'abus systématiques. Les experts judiciaires passent des semaines entières à décoder des répertoires cachés nommés de manière codifiée, découvrant une régularité glaçante dans l'archivage des faits. Chaque dossier portait une date précise, le nom de l'intervenant extérieur et des annotations techniques sur le comportement de la victime sous l'effet des drogues. Ce système de classement démontre que Dominique Pelicot ne considérait plus son épouse comme un être humain, mais comme un objet d'expérimentation et d'échange sur les réseaux clandestins du net. L'analyse balistique et informatique confirme qu'aucun piratage externe n'a eu lieu, confirmant la responsabilité pleine et entière de l'époux dans la création de cette base de données de l'horreur. À mesure que les fichiers sont ouverts par les magistrats, l'ampleur du désastre humain se dessine, obligeant la justice à restructurer ses effectifs pour faire face à la masse d'informations à traiter. Les enquêteurs locaux reçoivent le soutien immédiat de la Brigade centrale de réponse des violences faites aux personnes basée à Paris pour garantir une rigueur absolue dans la manipulation des preuves numériques, indispensable pour la suite de la procédure pénale devant la cour d'assises spéciale. La phase d'instruction de ce dossier met en évidence une organisation criminelle d'une froideur et d'une régularité méthodique, orchestrée directement par Dominique Pelicot au sein du domicile conjugal. Les analyses toxicologiques et les expertises médicales menées sur Gisèle Pelicot révèlent l'utilisation massive et continue de substances médicamenteuses puissantes, principalement des anxiolytiques et des sédatifs lourds, administrés à son insu par son mari lors des repas du soir. Cette soumission chimique stricte plongeait la victime dans un état de coma artificiel et d'amnésie totale, expliquant pourquoi elle n'avait gardé aucun souvenir des événements pendant une décennie, malgré des réveils douloureux et des troubles de santé inexpliqués que les médecins de l'époque attribuaient à de la fatigue chronique ou à des problèmes neurologiques. Les enquêteurs découvrent que le principal suspect utilisait un site internet de rencontres libertines, aujourd'hui fermé par la justice, pour recruter des complices à travers toute la région. Sur ces forums spécialisés, il proposait à des hommes de venir participer aux abus sur son épouse endormie, fixant des règles de sécurité strictes pour ne jamais réveiller la victime, comme l'interdiction de porter du parfum, de faire du bruit ou d'utiliser des lampes trop puissante. Ce protocole criminel démontre une préméditation totale et une absence complète d'empathie de la part de l'organisateur. Le travail des enquêteurs de la police judiciaire va alors se concentrer sur l'identification de ces dizaines d'inconnus qui ont défilé dans la chambre à coucher du couple. Une tâche titanesque qui va reposer presque entièrement sur l'analyse fine des images numériques saisies, la traçabilité des adresses IP des ordinateurs et l'étude des messages cryptés échangés entre Dominique Pelicot et ses nombreux contacts virtuels.
Les détails logistiques consignés dans les dialogues virtuels révèlent que le mari gérait les rendez-vous avec la précision d'un directeur d'exploitation. Il s'assurait que les enfants du couple étaient absents de la région, programmait les doses de sédatifs en fonction de l'heure d'arrivée des complices et attendait parfois plusieurs heures dans le salon pour s'assurer que les substances avaient produit leur plein effet d'annihilation de la conscience. Les complices recevaient des instructions routières précises pour garer leur véhicule à distance de la propriété afin de ne pas éveiller les soupçons du voisinage immédiat dans ce quartier pavillonnaire tranquille de Mazan. La maison, qui aurait dû être un sanctuaire de protection, était devenue un piège hermétique où la victime subissait les pires outrages sans possibilité de défense ou de fuite. La justice s'est attachée à reconstituer l'historique financier de ces opérations, découvrant que si l'argent n'était pas le moteur principal de Dominique Pellicot, ce dernier échangeait des services similaires avec d'autres prédateurs sur le réseau, créant une forme de coopération criminelle internationale basée sur l'exploitation des personnes vulnérables et la négation absolue du consentement. L'identification des co-auteurs de ces crimes constitue une prouesse technique majeure pour les services de la gendarmerie et de la police nationale. Mais elle révèle également une réalité sociologique glaçante pour les magistrats instructeurs. Contrairement au profil habituel de la criminalité organisée, les 51 hommes finalement identifiés et renvoyés devant la justice présentent des profils d'une normalité déconcertante. On y trouve des pères de famille, des artisans, des chauffeurs routiers, des cadres supérieurs, des infirmiers et des retraités, âgés de 26 à 73 ans, sans aucun antécédent judiciaire pour la plupart d'entre eux. Cette banalité du mal choque profondément l'opinion publique et les experts psychiatres commis d'office, qui peinent à trouver des traits de perversion structurelle chez ces individus parfaitement insérés dans le tissu social local. Lors des interrogatoires de garde à vue, la ligne de défense de la majorité des suspects repose sur l'affirmation d'un malentendu ou d'un jeu libertin consenti au sein du couple, certains affirmant qu'ils pensaient que l'épouse faisait semblant de dormir ou qu'elle était d'accord avec les pratiques de son mari. Cependant, la confrontation de ces déclarations avec les preuves matérielles et les vidéos enregistrées par Dominique Pellicot détruit systématiquement cette argumentation. Les images montrent de manière irréfutable l'état d'inconscience totale de Gisèle Pellicot et les précautions prises par les participants pour maintenir cette soumission chimique, ce qui qualifie juridiquement ces actes de viol avec administration de substances à l'insu de la victime, une infraction passible de 20 ans de réclusion criminelle devant une cour d'assises spéciale. Les procès-verbaux d'audition montrent une incapacité généralisée chez les accusés à reconnaître la gravité de leurs actes, beaucoup cherchant à minimiser leurs responsabilités en rejetant la faute exclusive sur l'autorité de l'époux manipulateur. Les enquêteurs ont dû procéder à des analyses comparatives de morphologie et de voix pour confondre ceux qui niaient leur présence sur les enregistrements vidéo, utilisant des technologies de pointe en reconnaissance biométrique. Cette confrontation face aux réalités technologiques a brisé le déni de plusieurs prévenus, les obligeant à admettre leur participation aux faits devant les juges d'instruction. La diversité des profils des accusés démontre que la délinquance sexuelle ne répond pas à un stéréotype social précis, mais peut se dissimuler derrière les apparences de l'honorabilité la plus totale, compliquant la tâche des services de prévention et de détection. Chaque arrestation dans les communes environnantes a provoqué un séisme local, détruisant des réputations et révélant la double vie de citoyens qui, le jour, menaient une existence ordinaire et, la nuit, participaient à des actes de barbarie organisés sous le couvert de l'anonymat numérique garanti par les plateformes spécialisées. La révélation des faits à Gisèle Pellicot par les enquêteurs constitue un moment de bascule dramatique dans le dossier. Convoquée au commissariat d'Avignon quelques semaines après l'interpellation de son mari, elle découvre l'existence des fichiers numériques et la réalité des abus dont elle a été l'objet pendant 10 ans au sein de sa propre maison. Le choc psychologique est incommensurable, brisant une vie de famille et des décennies de confiance conjugale. Face à cette dévastation personnelle, Gisèle Pellicot va faire un choix courageux qui va transformer ce dossier criminel privé en un véritable phénomène de société mondiale. Lors de l'ouverture du procès devant la cour d'assises spéciale du Vaucluse, à Avignon, elle refuse catégoriquement de demander le huis clos protecteur auquel la loi lui donne droit en tant que victime de crimes sexuels.
Elle exige que les débats, les témoignages et l'examen des preuves soient entièrement publics, affirmant sa volonté claire que la honte change de camp et que la réalité de la soumission chimique soit exposée aux yeux de tous. Cette décision médicale et politique majeure permet à la presse nationale et internationale d'assister à l'intégralité des audiences, transformant le tribunal d'Avignon en un miroir des dérives de la société et en un centre d'analyse sans précédent sur la notion de consentement, de complicité et de responsabilité individuelle face à la manipulation criminelle. Les journalistes du monde entier se relaient sur les bancs du tribunal, décrivant la dignité de cette femme qui refuse de se laisser enfermer dans le statut de victime passive. En s'exposant ainsi au regard public, Gisèle Pelicot brise le tabou de la soumission chimique et force les institutions judiciaires à revoir leurs méthodes de traitement des violences intrafamiliales. Sa démarche est saluée par les observateurs internationaux comme un acte de bravoure civile exceptionnel qui transcende le cadre strict du procès pénal pour poser des questions éthiques fondamentales à l'ensemble de la collectivité. La salle d'audience devient le théâtre d'une prise de conscience collective où la diffusion des preuves, bien que douloureuse pour la famille, s'avère indispensable pour neutraliser les stratégies de défense basées sur le mensonge et l'ambiguïté. Le refus du secret protège la vérité historique de l'affaire, empêchant toute réécriture des faits par les avocats des accusés et garantissant que la mémoire des abus soit gravée de manière inaltérable dans les archives de la justice contemporaine, servant de précédent majeur pour les dossiers futurs. Le déroulement des audiences du procès, qui s'étale sur plusieurs mois en raison du nombre inédit d'accusés, est suivi avec une solennité extrême par les observateurs juridiques et les associations de protection des droits des femmes. Le principal accusé, Dominique Pelicot, reconnaît l'intégralité des faits dès les premiers jours de sa présentation à la barre, décrivant sa propre dérive psychologique et l'addiction numérique qui l'a poussé à orchestrer ses abus systématiques. Son attitude de soumission apparente face aux questions du président contraste fortement avec la stratégie de ses 50 co-accusés, qui se débattent au milieu des contradictions de leurs dépositions initiales. Les avocats des parties civiles, menés par des figures du barreau spécialisées dans les violences faites aux femmes, mènent des contre-interrogatoires serrés pour démontrer que l'argument de l'ignorance du non-consentement n'est pas tenable juridiquement. L'analyse des messages échangés montre que la plupart des participants savaient pertinemment que la victime était droguée et qu'elle n'avait donné aucune autorisation préalable. Le procès devient ainsi une démonstration technique de la manière dont la justice moderne utilise la preuve numérique pour confondre les criminels du quotidien. Chaque vidéo projetée dans l'enceinte sécurisée du tribunal, agissant comme un réquisitoire implacable contre la prétendue innocence des hommes renvoyés devant la cour d'assises. Les tensions sont palpables lors des confrontations directes entre l'époux destructeur et ses anciens complices de forum, chacun tentant de rejeter la responsabilité de l'initiative criminelle sur l'autre. Les magistrats de la cour d'assises spéciale maintiennent une discipline stricte dans la gestion des débats, conscients de la portée historique de chaque décision prise au cours des audiences. La présence constante de Gisèle Pelicot au premier rang des bancs des parties civiles rappelle à l'ensemble des acteurs de la cour l'exigence de dignité et de rigueur factuelle qui doit guider l'examen de ce dossier hors norme. Les témoignages des experts en informatique forensique se succèdent, expliquant de manière didactique comment les données supprimées ont été récupérées à partir des secteurs défectueux des disques durs, interdisant toute contestation matérielle de la part de la défense. Ce travail de décryptage montre l'évolution des moyens de preuve, où la trace numérique devient l'élément central et indiscutable de la vérité judiciaire, surpassant les variations des déclarations humaines et les stratégies d'esquive des accusés face à leurs propres responsabilités pénales. L'impact législatif et médical de l'affaire Gisèle Pelicot commence à se mesurer dès la phase des plaidoiries. Le ministère public et les parlementaires français s'emparant du dossier pour adapter l'arsenal juridique aux réalités de la soumission chimique moderne. Ce cas extrême démontre que le viol ne se limite pas à l'usage de la violence physique immédiate, mais qu'il peut s'exercer par des moyens d'annihilation de la conscience beaucoup plus pernicieux et difficiles à détecter par l'entourage. Les experts en toxicologie forensique entendus à la barre soulignent la nécessité de modifier les protocoles de dépistage dans les hôpitaux et les commissariats, préconisant la création de prélèvements capillaires systématiques lors des plaintes pour amnésie suspecte
les molécules de sédatifs disparaissant rapidement des analyses de sang classiques. La dignité constante de la victime tout au long des semaines d'audience suscite un élan de solidarité internationale inédit. De nombreuses manifestations de soutien se déroulant à Paris, Lyon, Marseille et à l'étranger, faisant de Gisèle Pelicot une figure emblématique de la lutte contre l'impunité des violences sexuelles intrafamiliales et un modèle de résilience pour des milliers de victimes de par le monde. Les débats juridiques forcent également l'ordre des médecins à s'interroger sur les volumes de prescription de psychotropes délivrés à des patients masculins sans contrôle strict de l'usage final, ouvrant un chantier de réforme sur la traçabilité des médicaments à risque de détournement criminel. Les universités de médecine intègrent désormais des modules spécifiques sur la détection des signaux faibles de la soumission chimique, formant les futurs praticiens à repérer les symptômes neurologiques atypiques chez les patientes consultant pour des troubles de la mémoire inexpliqués. Cette prise de conscience institutionnelle montre comment un fait divers criminel, traité avec gravité et publicité, peut devenir le catalyseur de réformes structurelles majeures touchant à la fois la santé publique et le droit pénal général. La France se positionne ainsi en pointe sur ces questions de société, poussant ses partenaires européens à harmoniser leur législation sur la définition du viol par surprise ou par usage de substances chimiques, afin de combler les vides juridiques qui permettaient par le passé à certains agresseurs de contourner les sanctions pénales grâce à la complexité des procédures d'administration de la preuve en matière criminelle. La stratégie de la défense des co-accusés s'articule principalement autour de la notion d'intentionnalité criminelle, un point de droit pénal très technique qui suscite de vifs débats entre les constitutionnalistes et les magistrats de la Cour. Les avocats des prévenus soutiennent que pour caractériser le crime de viol, la loi exige la preuve de l'intention de violer, et que si leurs clients ont été manipulés par Dominique Pelicot, qui leur affirmait que son épouse était consentante, l'élément moral de l'infraction fait défaut. Cette argumentation juridique est contestée avec force par les procureurs généraux, qui rappellent qu'en droit français, le consentement ne peut jamais être présumé, qu'il doit être clair, explicite et renouvelé, et qu'un individu inconscient est par définition dans l'incapacité totale de consentir. La Cour d'assises spéciale doit donc trancher une question de jurisprudence fondamentale. Un homme peut-il s'abriter derrière l'autorisation d'un tiers pour disposer du corps d'une femme incapable de s'exprimer? Les réquisitions du ministère public s'annoncent d'une sévérité exemplaire, reflétant la gravité exceptionnelle des faits et la nécessité d'envoyer un signal clair à la société sur l'interdiction absolue de la réification des personnes vulnérables. Les plaidoiries des avocats de la défense tentent de peindre leurs clients comme des victimes collatérales de la perversion d'un seul homme, un argumentaire qui se heurte à la dureté des faits enregistrés sur les vidéos. Les magistrats rappellent au cours des débats que l'ignorance délibérée ne constitue pas une excuse légale, et que chaque citoyen a le devoir de s'assurer du consentement direct de son partenaire avant d'engager tout acte de nature sexuelle. Le verdict attendu devra fixer des limites nettes à la notion de bonne foi invoquée par les agresseurs, empêchant que le mariage ou l'autorisation maritale ne redeviennent des zones de non-droit où le corps de l'épouse serait considéré comme une propriété aliénable. Cette confrontation doctrinale montre que l'enjeu du procès dépasse de loin le sort individuel des 51 accusés, touchant au principe même de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du corps humain, des valeurs cardinales que la Cour d'assises a la responsabilité de réaffirmer avec la plus grande fermeté face aux tentatives de relativisation morale portées par les conseils de la défense au cours des longues semaines d'audience à Avignon. L'analyse psychologique des accusés, présentée par les collèges d'experts au cours du procès, écarte toute altération ou abolition du discernement au moment des faits, confirmant que tous les participants étaient pleinement conscients de la nature transgressive de leurs actes. Les rapports décrivent des mécanismes de défense basés sur le déni de réalité, le clivage psychologique et la minimisation de la souffrance de la victime, des comportements typiques des délinquants sexuels qui refusent d'assumer leurs responsabilités morales. Dominique Pelicot, quant à lui, est décrit comme un manipulateur pervers narcissique, ayant développé une double vie parfaite, alternant entre le rôle d'un grand-père attentionné et d'un époux modèle aux yeux de ses enfants et de ses voisins, et celui d'un prédateur numérique méthodique dans le secret de son bureau informatique.
Cette dualité de la personnalité met en lumière la difficulté pour les services de prévention de détecter les dérives criminelles chez des individus ne présentant aucun signe extérieur de désocialisation ou de marginalité, imposant une vigilance accrue au sein même de la cellule familiale. Les psychiatres soulignent que la normalité apparente des co-accusés constitue l'aspect le plus alarmant du dossier, démontrant une absence de barrière morale interne face à une opportunité criminelle présentée comme sans risque d'identification ou de sanction. L'effet de groupe virtuel, créé par les échanges sur les forums spécialisés, a fonctionné comme un amplificateur de la délinquance, légitimant les comportements les plus extrêmes par la répétition des actes commis par les autres membres de la communauté en ligne. Cette analyse clinique oblige les experts à reconsidérer les grilles d'évaluation de la dangerosité sociale, montrant que l'absence de casier judiciaire ou l'insertion professionnelle ne garantissent en rien l'adhésion aux valeurs éthiques fondamentales de la société. Le procès met à nu les ressorts psychologiques de la lâcheté et de la complicité passive, offrant aux chercheurs en criminologie un matériau d'étude unique pour comprendre comment des individus ordinaires peuvent glisser vers la criminalité la plus lourde, sans manifester la moindre culpabilité apparente avant leur confrontation forcée avec la réalité des investigations policières et la solennité des débats devant la cour d'assises spéciale. Au-delà de la stricte dimension pénale, le procès d'Avignon marque un tournant historique dans la prise de conscience collective de la notion de passivité face au crime. Les débats judiciaires démontrent que plusieurs accusés sont revenus à plusieurs reprises au domicile du couple, banalisant l'abus au point de l'intégrer dans une routine de loisirs sexuels sordides, sans que jamais l'un d'entre eux ne prenne l'initiative de contacter les services de police ou de secours pour dénoncer le comportement du mari. Cette non-assistance à personne en danger collectif interroge profondément les fondements éthiques de la communauté et montre comment la complicité par le silence peut permettre la perpétuation de crimes à grande échelle au cœur même d'un village tranquille de province. La voix de Gisèle Pelicot, résonnant dans la salle d'audience bondée, rappelle constamment l'exigence de justice et de vérité pour les 86 viols recensés par l'instruction. Un décompte macabre qui restera gravé dans les annales judiciaires comme le symbole d'une faillite humaine collective face à la détresse d'une femme piégée dans sa propre intimité. Les témoignages des enfants du couple, venus exprimer leur douleur et leur sentiment de trahison absolue face aux agissements de leur père, ajoutent une dimension tragique supplémentaire aux audiences, illustrant la destruction complète des liens familiaux provoqués par les dérives de Dominique Pelicot. La Cour examine également la responsabilité des plateformes numériques qui hébergeaient ces espaces de rencontres clandestins, soulignant la nécessité d'une régulation plus stricte des hébergeurs Internet pour empêcher la prolifération de réseaux d'exploitation sexuelle basés sur la manipulation et l'usage de substances chimiques. Ce volet technique de l'affaire montre que la lutte contre la criminalité moderne doit s'engager sur le terrain virtuel avec les mêmes moyens et la même détermination que sur le terrain physique, sous peine de laisser des zones d'ombre majeures où les prédateurs peuvent opérer en toute impunité au détriment des droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables de notre société. Le verdict rendu par la Cour d'assises spéciale à l'issue de ce procès fleuve pose les bases d'une nouvelle jurisprudence en matière de traitement des violences sexuelles commises sous soumission chimique en France. Les condamnations prononcées à l'encontre de Dominique Pelicot et de ses 50 co-accusés valident la rigueur de l'enquête policière et réaffirment la primauté du consentement absolu en toutes circonstances. Le dossier de l'affaire Pelicot restera un modèle d'étude pour les futures générations de juristes, de policiers et de psychologues criminels, illustrant l'évolution des techniques d'investigation numérique face aux nouvelles formes de criminalité technologique. Le travail journalistique et documentaire sérieux sur ce cas demeure capital pour maintenir la vigilance publique et honorer le combat historique de Gisèle Pelicot pour la vérité. La décision finale des juges consacre le principe selon lequel la passivité ou l'acceptation des règles édictées par un tiers manipulateur ne dégage jamais la responsabilité pénale individuelle de l'auteur d'une agression sexuelle. Cette clarification du droit met un terme aux ambiguïtés sémantiques exploitées par les conseils de la défense et renforce la protection des victimes de violences intrafamiliales à travers tout le territoire national. Les retombées de ce verdict dépassent les frontières de l'Hexagone,
inspirant des réformes législatives similaires chez plusieurs de nos voisins européens désireux d'harmoniser leurs codes pénaux avec les exigences éthiques contemporaines. Si cette analyse factuelle, sobre et rigoureuse du fonctionnement de la justice vous a permis de comprendre aux enjeux réels de ce grand dossier judiciaire, nous vous invitons à vous abonner à Archives criminelles, à activer les notifications et à laisser vos réflexions objectives dans l'espace commentaire. Le respect des faits et la recherche de la vérité historique constituent les piliers de notre engagement documentaire auprès de notre public. Merci de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle investigation rigoureuse de l'actualité judiciaire internationale sur notre antenne.